Donc je vais vous parler du schéma départemental de gestion synergétique 2025-2031. Donc Madame la préfète a longuement abordé le sujet, donc elle a repositionné l'État dans l'organisation et le développement de ce projet, qui est un projet ambitieux parce que pour les 6 prochaines années, on va définir de nouvelles règles qui nous sont propres, à nous, Fédération des gestions d'Isère et à vous-même, et des règles qui auront des conséquences, comme vous allez le voir, des conséquences sur le règlement intérieur et sur le fonctionnement même de vos ACCA. Je ne vais pas rentrer dans les détails, Madame la préfète a suffisamment bien répété, on est bien dans le cadre d'un document de cadrage qui définit des mesures qui permettent d'atteindre les objectifs de gestion, entre autres, si on parle principalement des grands animaux, dans le gibier, que ce soit le sanglier ou les espèces de cervidés, ou espèces confondues, objectifs de gestion qui sont définis dans le cadre de différentes CDCFS, dont notamment la CDCFS DEGA. Excusez-moi, CDCFS, ça veut dire Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage. Donc il y en a une spécifique sur les dégâts agricoles et une spécifique sur les dégâts conjugués, et qui définissent des objectifs de gestion au travers des plans de chasse, entre autres. Donc vos plans d'attribution triennale passent tous au travers des CDCFS pour définir des objectifs de gestion sur 3 ans ou 6 ans pour le CERF. Alors, notre schéma départemental, les 3 points essentiels que nous traitons sur ce renouvellement, c'est là que ça concerne la sécurité à la chasse, mais évidemment, comme l'a rappelé Madame la Présidente, c'est essentiel et extrêmement important. Le plan de gestion départemental singulier, donc on ne parle plus de plan locaux, mais plan de gestion départemental, on va rentrer en détail. Et puis la grenade dissuasive sanglier. Alors, pourquoi on parle beaucoup de sanglier? Tout simplement parce qu'il y a eu des réformes législatives et réglementaires qui impactent le schéma départemental. Et dès l'instant que ces réformes sont présentes, on est dans l'obligation de modifier le schéma. Au niveau du volet sécurité, je passe parce que ce document qui fait 66 pages, vous le retrouverez quand vous allez voter, vous pourrez accéder à ce document, mais on a pris soin de vous faire une note de synthèse. Donc avant, vous allez trouver 3 pages de synthèse sur le schéma départemental, parce que tout le reste, 66 pages, vous pouvez les lire, bien évidemment, c'est pas forcément très, entre guillemets, digeste. Donc on est en train de retravailler une nouvelle version du schéma départemental qui sera beaucoup plus ludique, avec des états sur les 30 dernières années, et puis des évolutions et des engagements pris par la Fédération. Donc on vous proposera, au niveau du fond, ça ne changera rien, mais au niveau de la forme, vous aurez un document beaucoup plus synthétique et ludique et plus facile à lire. Alors, la sécurité. Donc souvent on nous pose la question, ça paraît simple, mais bête, on va dire tout simplement, on pense que ça n'a pas beaucoup d'importance, cette petite mesure, mais maintenant c'est clarifié. Quand vous chassez à 2 ACCA, ou une chasse privée ou 2 chasses privées, il vous faut un carnet de battu pour chacun des territoires chassés. Très souvent, vous faites des battus en commun entre 2 territoires de chasse. Maintenant, il faudra un carnet de battus pour chacun des territoires. Comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté. Et en termes de sécurité, si un problème se pose, les agents de l'État qui sont habilités à venir contrôler la situation et le dommage qui a été causé à autrui ou à l'encontre d'une personne pourront s'assurer que dans les 2 ACCA, les choses ont été organisées correctement. Autre chose extrêmement importante, le chasseur qui se déplace à son poste ou qui va à son poste doit se déplacer arme déchargée. C'est important, n'oubliez pas que les auto-accidents, c'est 30% des accidents de chasse. Donc c'est quelque chose de sérieux. On ne se déplace pas de son poste avec une arme chargée. Alors là, c'est un pouvoir qu'on accorde au président de la CCA, enfin au président, au conseil d'administration de la CCA. Trop souvent, on est confronté, nous, au service juridique, avec des CCA qui nous demandent si elles ont le droit de sanctionner un chasseur et surtout de lui interdire de pratiquer une activité pendant une certaine durée. Je tiens à vous dire que seule la fédération et la commission, on va dire la commission sécurité de la fédération a compétence à infliger une sanction administrative à l'encontre d'un chasseur. Et cette sanction administrative pourra aller à plusieurs années de suspension du droit de chasser sur l'ACCA. Donc on profite du schéma départemental pour accorder un droit au conseil d'administration de l'ACCA lorsqu'un chasseur est irrespectueux des consignes données par le responsable de battu, ne respecte pas les consignes de sécurité quand il est au poste, fait preuve d'un certain incivisme à l'encontre de l'équipe et du responsable de battu. Le conseil d'administration, sur simple convocation, pourra l'exclure de chasse en battu pour une durée calendaire de 15 jours, et s'il y a des récidives, la peine sera doublée. Donc c'est un pouvoir qu'on nous accorde, parce qu'on a bien conscience qu'il est difficile pour vous d'organiser des battus avec des personnes qui sont preuves d'un certain incivisme et qui nuisent au bon déroulement de la chasse.
Autre point qui a donné lieu à une réforme réglementaire, c'est la chasse autour des parcelles en cours de récolte et l'utilisation de la chevrotine. Donc concernant ces deux aspects, vous verrez qu'il y a des mesures qui sont, c'est très clair, on est allé dans le détail, mais je ne les expose pas ici parce que ce serait trop long. En revanche, c'est toujours soumis à l'autorisation du détenteur du droit de chasse, ça veut dire du président de l'association ou du chef de bataillon, par exemple, déléguer ce pouvoir d'organisation. Donc la chevrotine, comme l'a rappelé Madame Chenavier, c'est une munition qui reste délicate à utiliser, donc elle peut l'être dans des conditions très particulières, et on vous redonne la possibilité de l'utiliser, mais c'est vous qui en prendrez la décision. Concernant le volet sanglier, comme je vous l'ai dit, c'est le gros morceau du schéma départemental. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a eu des réformes réglementaires dont je vous ai déjà notifié, qui ont touché la viande dissuasive, l'utilisation de la chevrotine et la chasse autour des parcelles en cours de récolte. Et aussi, nous avons un objectif départemental qui a été défini dans le cadre d'un accord national entre agriculteurs et chasseurs, et qui nous contraint, oui, pour utiliser le terme, nous contraint à réduire les surfaces de dégâts agricoles de 20 à 30% au bout de 3 années. Je tiens à vous dire que nous n'avons pas de chance, parce que la référence qui a été prise pour calculer ce pourcentage est 2019, année à fort dégâts en France, mais nous, en Isère, on n'avait pas beaucoup de dégâts cette année. Donc cette année, par exemple, nous avons réduit de 90 hectares la surface détruite, mais ça nous a permis juste de revenir au seuil de 2019. Donc si on va aller en deçà de 2019, il faudra encore faire des efforts. Alors, ce fameux plan départemental de gestion sanglier, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le plan local de gestion sanglier disparaît. Ce plan local existait depuis 2005. Il avait pour vocation d'adapter la gestion de l'espèce en fonction du contexte local. Aujourd'hui, nous n'en sommes plus là, car l'espèce est en plein développement dans le département. Même si on peut considérer que ces effectifs se stabilisent dans la partie sud-Isère, on constate une forte augmentation dans la partie nord-Isère. La région de Roussillon est très impactée. Pour vous donner un peu d'idée, dans cette région, il se peut être maintenant plus de sangliers que dans le massif du Trièves, historiquement, où les traitements étaient très importants. Donc il est nécessaire maintenant de changer de méthode et de répondre aux exigences qui sont celles que nous avons, qui se sont concrétisées avec Madame la préfète du département de l'Isère par la signature d'une convention dans laquelle la fédération s'engage à appliquer les termes de l'accord national entre chasseurs et agriculteurs. Donc, le principe, c'est de chasser le sanglier. Vous verrez dans la nouvelle version du schéma départemental que vous recevrez une fois qu'il sera validé, on a fait un travail complet sur l'historique depuis les 30 dernières années concernant l'évolution des populations de sangliers, l'évolution des dégâts, l'impact de la chasse sur les populations de sangliers et l'impact de cette chasse sur les dégâts. Donc ce plan départemental de gestion, il s'applique à tous. Donc tout le monde appliquera la même règle. Les mesures principales sont les suivantes. Tous les modes de chasse sont autorisés. Nous y tenons, vous verrez que la chasse individuelle doit être autorisée. La chasse en plein air est autorisée. Et les chasses complémentaires du 1er mars à l'ouverture de la chasse, c'est-à-dire les chasses complémentaires du 1er mars à l'ouverture de la chasse, vous devrez, si besoin, les mettre en application. J'ai bien dit si besoin. C'est là que ce plan départemental de gestion sanglier est extrêmement important. Le but, c'est prélever des animaux. C'est l'accord national qui nous demande, c'est la convention que nous avons passée avec Madame la préfète, et c'est l'accord que nous avons passé avec les agriculteurs du département. Donc ça signifie quoi? C'est-à-dire qu'en période d'ouverture générale de la chasse, période d'ouverture mi-septembre à fin février, donc tout à l'heure je vous parle de la période complémentaire du 1er mars à mi-septembre, là on est en période d'ouverture générale de la chasse, de mi-septembre à fin février. Vous aurez donc l'obligation et à minima d'ouvrir la chasse dans vos règlements 4 jours par semaine, et cela pour la chasse collective et la chasse individuelle. Ou alors, vous avez le choix d'ouvrir la chasse 88 jours tout au long de la période, et le nombre de jours par semaine restera à votre convenance. Je prends un exemple. Je suis dans un secteur fortement impacté par le tourisme en période hivernale. Je ne peux pas pratiquer l'exercice cinégétique comme je le fais tout au long de l'année. Je pourrais ouvrir 6 jours par semaine la chasse pendant les 3 premiers mois de la saison de chasse et limiter la pression sur l'espèce pendant une autre période parce que j'ai des contraintes au niveau territorial qui ne me permettent pas de chasser à minima 4 jours par semaine.
Je dis bien que c'est un minima. Vous pourrez bien évidemment ouvrir la chasse 6 jours par semaine, rien de l'interdit. Ce minima est une obligation, pourquoi? Parce que la fédération a donc l'obligation, comme je vous l'ai déjà dit, de respecter ses engagements, et donc de ce fait, elle est dans l'obligation de vous demander d'aller chasser. De plus, n'oubliez pas que ce sont les territoires qui financent les dégâts actuellement. Donc de par le fait que vous financez les dégâts, la fédération ne peut plus vous contraindre en termes de pratique de la chasse, mais doit vous permettre de pouvoir chasser quand vous le souhaitez, et que lorsque vous avez besoin de chasser pour limiter ces dégâts. L'agrainage dissuasif, un autre volet qui a été fortement impacté au niveau réglementaire. Cet agrainage dissuasif, nous avons déjà longuement parlé. Donc, pour faire un état des lieux actuellement, vous avez le droit d'agrainer tous les jours, une distribution par nuit, avec des systèmes automatiques, ou si vous étiez en linéaire, une distribution par jour. Et cet agrainage dissuasif était interdit du 1er octobre à fin février. La réglementation évolue. L'impact est assez simple à prendre en considération. 2 jours maximum d'agrainage dans le département d'Isère. Ça, c'est valable. En Isère, c'est valable partout en France. 2 jours maximum. Avec une quantité maximale de 50 kg au 100 hectares boisés. Une quantité maximale de 50 kg au 100 hectares boisés. Et une interdiction d'agrainer du 15 février à fin mars. Voilà ce que disent les textes. Voilà ce que la fédération proposera à ses partenaires et à Madame la préfète. Les partenaires sont en droit de ne pas accepter ces propositions, sont en droit de faire varier la quantité, sont en droit de faire varier la période de non-agrainage, sont en droit de proposer à Madame la préfète d'autres modalités, et il lui reviendra de décider si oui ou non elle suit l'avis de la fédération ou elle suit l'avis d'autres partenaires. J'en ai terminé pour le sanglier, donc vous voyez, malgré tout, il y a quand même des évolutions qui sont significatives et qui vont impacter votre règlement intérieur. C'est pour cela qu'on vous avait envoyé un petit message en vous disant « Attendez un petit peu avant de modifier votre règlement intérieur et de chasse. Attendez un petit peu avant de faire votre assemblée générale, parce que la CDCFS qui va se positionner sur cette question-là, qui donnera un avis à Madame la préfète, parce que nous, on ne donne qu'un avis, la CDCFS ne forme qu'un avis auprès de Madame la préfète. Généralement, elle se tiendra fin mai, donc nous espérons que début juin, Madame la préfète nous donnera son avis sur notre schéma départemental et entre autres sur ces aspects liés au sanglier. Donc je ne pense pas qu'elle s'oppose au 4 jours minimum de chasse, je ne pense pas qu'elle s'oppose à l'utilisation de la chevrotine, au tir du sanglier autour des parcelles en cours de récolte. En revanche, elle pourrait avoir une position différente de celle de votre fédération concernant la période de non-agrainage ou la quantité de maïs pouvant être distribuée par jour et au 100 hectares boisés. Pour l'instant, on ne peut pas présager de ce qui va se passer. Concernant le petit gibier de montagne, peu d'évolutions. Il y aura des évolutions, mais elles seront d'ordre réglementaire interne au département d'Isère, via un arrêté planchage ou PMA qui serait éventuellement pris au mois de mai, mais nous sommes toujours en train de discuter avec l'État de cet aspect-là pour éviter les contentieux qui sont trop lourds et qui coûtent évidemment à l'État et qui nous coûtent à nous. Il ne faut pas oublier que l'an passé, la chasse du tétralière a été fermée, donc c'est ordonnageable pour nous. Parfois on gagne, parfois on perd devant les tribunaux, mais les associations de protection de la nature ne laissent pas passer la question du petit gibier de montagne. Donc systématiquement, il y a des recours par rapport aux arrêtés, chasse concernant le petit gibier de montagne. N'oubliez pas quand même que les recours ne concernent pas que le petit gibier de montagne, mais aussi le grand gibier, parce que l'arrêté attribution minima, maxima, plan de chasse de la saison passée est devant les tribunaux, attaqué aussi par les associations de protection de la nature, qui contestent le fait qu'on attribue 1000 cerfs dans le département, considérant qu'il n'y a pas de dégâts forestiers, donc on n'a pas attribué 1000 cerfs. On attendra les résultats des tribunaux. Ça peut avoir de lourdes conséquences en ce qui nous concerne, à la fois nous-mêmes, les partenaires et l'État. Oh, pardon, donc, tout simplement pour vous dire que petit gibier de montagne, déclaration 72 heures des prélèvements obligatoires. Le schéma départemental que vous allez retrouver en vote en ligne, il est bien, il fait 66 pages, vous avez une synthèse, il est soumis à votre vote pour avis. Et un avis simple. Ça veut dire que vous ne décidez pas des mesures qui sont inscrites,
On vous demande ce que vous en pensez sur un plan général. Vous avez le droit de vous y opposer. Et ensuite, nous, on transmet cette décision à Madame la préfète en lui disant voici l'avis de l'Assemblée générale de la Fédération départementale des chasseurs. Si l'avis est extrêmement négatif, peut-être que le conseil d'administration se dira on va revoir notre copie. S'il n'est pas extrêmement négatif, le conseil d'administration pourra prendre la décision de transmettre aux différents partenaires, c'est-à-dire la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage qui va s'en emparer, pour formuler un avis à Madame la préfète. N'oublions pas aussi que ce document il est soumis à consultation du public. Ça veut dire que tout citoyen français qui se trouve dans le département du Nord, dans l'Isère ou dans les Bouches-du-Rhône pourra formuler un avis en ligne sur ce schéma départemental. Donc l'ensemble de ces avis sont transmis ensuite à Madame la préfète, à l'État qui les analyse, à Madame la préfète qui ensuite prend une position définitive. J'en ai terminé. Voilà.